Bonjour à tous. On a l'honneur ou l'avantage de commencer la journée. Je ne vais pas me présenter, je vais laisser Anne-Lise Baudin quand même, par courtoisie, je pense. Bonjour. Bonjour à tous. Moi, je suis Anne-Lise Baudin, je suis psychiatre à Angers et je suis trésorière adjointe de l'URML. Et donc, nous allons co-animer cette conférence avec mon collègue, le docteur Vincent Simon. Bon, alors, effectivement, on a un pédigré qui a été affiché. Bon, c'est plus pour gérer les conflits d'intérêts, on va dire. Donc, moi, je suis médecin généraliste installé depuis 30 ans, depuis une dizaine d'années à l'URPS. Et tout ce pédigré pour vous illustrer qu'en médecine libérale, parce que je suis effectivement installé, comme je dis, 30 ans, depuis 10 ans dans une maison de santé pluripro, site, on pourra en parler. Et donc, en tant que médecin généraliste de formation, on peut s'ouvrir à plein d'autres choses. C'est ce qu'on développera lors de cet exposé. Dont notamment des DIU que vous pouvez passer pendant votre cursus universitaire ou après, vous le savez, ce qui vous ouvre à plein de choses. Et selon vos appétences, vous pouvez développer d'autres compétences. Ce qui est arrivé, moi je suis un passionné de basket, je fais de la plongée, donc je me suis intéressé et devenu de fil en aiguille médecin fédéral. Et dernière casquette, pour aujourd'hui, je suis délégué CARMF, donc délégué des cotisants à notre caisse de retraite. Vous pourrez nous poser vos questions si vous le souhaitez. Il suffit de lever la main pendant le déroulé. Ça sera plus interactif. Et on va commencer. Donc, vous êtes sorti de votre formation et trois choix d'exercice s'offrent à vous. Le salariat, une activité mixte libérale et salariat. Et nous allons nous attacher à vous défendre l'exercice et vous ouvrir toutes les clés de l'exercice libéral. Le mixte, c'est bien aussi. Voilà, effectivement, de plus en plus, le mixte arrive, donc on est ouvert à toutes ces questions. Donc vous sortez effectivement de nos hôpitaux, de votre formation hospitalo-universitaire et vous plongez dans le monde libéral. Et la question qu'on pose habituellement, combien voulez-vous gagner ? Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour vivre correctement de votre activité libérale ? Alors je ne sais pas si certains veulent se lancer ou ont déjà fait des projections. La parole est libre, hein, c'est votre journée. Hein. N'hésitez pas à nous aborder, même hors... Bon. Laurent ? Donc, a priori, habituellement... Ah, je ne sais pas ce qui est mauvaise touche. C'est moi qui ai fait une gaffe. Voilà. La réponse... La plupart du temps, 4500, c'est souvent ce qui sort lors de vos sondages. En comparaison, un médecin salarié au niveau échelon 4 qui démarre sa carrière hospitalière, c'est 4000 net par mois. C'est un peu là-dessus que vous vous appuyez. En référence au régime de la CARMF qui collecte toutes les déclarations, on voit qu'effectivement, la moyenne du BNC, c'est 76 000 pour la médecine générale et 103 000 sur les derniers chiffres connus pour la spécialité. Bon, ça, c'est plus difficile puisque c'est quand même très protéiforme. C'est très vaste pour les médecins spécialistes. Hein. Vous voyez que le 103 000, donc c'est le secteur 1, ça varie énormément entre les spécialités. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose d'être psychiatre ou d'être ophtalmo. Concrètement, ophtalmo secteur 1, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a une grosse variation chez les spécialistes en fonction des spécialités. Non, ce sont les chiffres nets, bénéfices non commercial, c'est le bénéfice. Donc avant, ah non, c'est pas le brut, hein, c'est brut. Si avant impôt, il y a juste les impôts à payer dessus. Mais toutes les charges sont déduites. Hein. On va en parler, donc on va expliciter un petit peu tout ça sur les slides suivantes. On va les passer rapidement, puis on va pouvoir ouvrir. Mais voilà, ensuite, il faut voir vos recettes et vos dépenses qui arrivent au BNC qu'on a affiché. Ça, c'est la slide précédente, c'est le BNC au niveau de la France pour l'année 2022. C'est les chiffres connus, les derniers chiffres connus. Il faut savoir qu'il a chuté, mais enfin, je ne vais pas de peu, mais je ne vais pas ouvrir la discussion. Donc,
Pour arriver à ce chiffre, vous prenez vos recettes. On est parti sur 4 jours de travailler par semaine. Bon, on est une petite semaine, hein, mais sachant que on vous a tiré ça vraiment vers le bas pour vous rassurer. Et ce sont des chiffres bruts, réels, c'est pas du délire. On vous a supprimé 8 semaines par an, que ce soit des vacances ou de la formation, et c'est la bonne moyenne. Vraiment. Clairement, oui. Les journées de travail, effectivement, chacun son choix. Soit on fait 4 jours par semaine, tranquille, soit on fait 3 jours à 10-12 heures. Bon, chacun travaille comme il veut, mais bon, voilà, 8 heures. Ce qui fait donc un petit calcul, 4 000 par an. On est resté sur un prix moyen à 26 €. On est quand même au-dessus avec toutes les majorations que vous pouvez appliquer. La consultation de base est à 26,50 actuellement. Mais c'est vraiment pour vous rassurer qu'on est resté là-dessus. Mais le prix moyen est quand même plus élevé. Ce qui fait que des recettes, vous arrivez à 114 000, 115 000 € de recettes brutes, on va dire, par an. Là-dessus, il faut enlever toutes vos dépenses. Et ça, c'est extrait effectivement de nos déclarations. Les frais de personnel, c'est pour un médecin. Si vous êtes dans une structure, vous pouvez vous payer 1 ou 2 secrétaires, mais la part de chacun va rester grosso modo à ce niveau-là. Vous avez les secrétariats téléportés, vous avez d'autres solutions qui vont vous coûter peut-être moins cher que ça, même à la limite. Les charges, tout ce qu'il vous faut. Transport, c'est les frais de voiture. Les charges personnelles, les charges sociales, les URSSAF, la CARM, c'est souvent ce qui fait mal. Donc, il faut grosso modo 14% de votre chiffre, voire plus. La gestion, n'hésitez pas à vous aider d'un expert comptable, on en parlera, à vous aider de vraiment tout ça, ce sont des frais que vous pouvez déduire. Les frais financiers, donc on arrive souvent à 45% des recettes qui se partent dans vos dépenses. Ce qui fait qu'on arrive à 63 000 de bénéfices, rien qu'en faisant de la consultation de base. Mais comme on l'a essayé de l'évoquer dès le début, dès l'introduction, dès nos pédigrés un peu impressionnants, mais volontairement pour vous sensibiliser à ce que vous puissiez faire d'autres choses. On va en parler tout à l'heure. Donc, je vous l'ai évoqué, le monde libéral, c'est une entreprise qu'il faut gérer. Donc, il faut vraiment une dynamique. Il faut voir ça différemment. C'est passionnant comme métier et il ne faut pas avoir peur de s'ouvrir à une vision de la vie de l'entreprise, entrepreneuriale. J'ai réussi sans trop le... donc effectivement, une philosophie, une passion vis-à-vis du soin et du contact avec nos patients, mais derrière, il y a toute une pensée entrepreneuriale de son cabinet, de sa gestion. On est resté sur des actes conventionnels de consultation et dans les activités conventionnelles, vous pouvez faire des gardes de régulation qui amènent là aussi un petit plus dans vos honoraires. Désormais, depuis plusieurs années, nous ne les avons pas pris dans le tableau précédent, mais les forfaits tombent et c'est quasiment un bon 13e mois qui... Avec juste une limite, c'est-à-dire qu'il y a une partie des objectifs pour les forfaits qui sont vraiment à destination de la médecine générale. Donc nous autres spécialistes, on peut avoir le premier volet du forfait structure, mais avoir le deuxième, parce que le forfait patientel médecin traitant, concrètement, en SP, on est rarement médecin traitant, du coup on n'atteint pas ces forfaits-là. Donc on a essentiellement le forfait structure et un peu le ROSP. Donc c'est un peu moins cher, mais ça fait toujours du bien quand même. Voilà. Les actes techniques, la CCAM, là aussi, si vous vous spécialisez dans certaines pratiques, que ce soit gynécologique ou des infiltrations, de la rhumatologie, je parle pour médecin généraliste, hein, effectivement, vous pouvez majorer vos revenus et vous y avez tout intérêt de faire reconnaître vos compétences et vos appétences sur certaines techniques. Voilà. Mais justement, c'est certes beaucoup les médecins généralistes là dont on parle, mais sur les actes techniques, vous en avez aussi du côté des spécialistes. Alors, il y a quelques spécialités quasi purement cliniques. On va prendre la psychiatrie, on a assez peu d'actes techniques, mais on peut aussi quand même coter les ALQP 003, je crois. On a des cotations aussi qui permettent d'augmenter
notre tarif en fait au niveau de la consultation sur des actes techniques de recherche de troubles de la mémoire, etc. Donc il existe quand même des actes techniques chez les spécialistes, même si effectivement il y a des spécialités purement cliniques où on en a moins. Les actes techniques, hein, vous voyez, c'est la cotation que vient d'évoquer Anne-Lise de... Oui, voilà, puis la CCAM, d'examens, de diagnostics un peu plus poussés, un petit peu plus longs, qui sont reconnus et rémunérés en tant que tels. Et sinon, tout en bas, effectivement, selon vos formations, vous pouvez partir sur des voies et vous ouvrir à d'autres honoraires que ceux de la consultation. Donc tous les deux, nous avons des activités expertales, que ce soit des expertises pour le monde privé ou le monde public, judiciaire également. Hein. Donc vous pouvez utiliser plein de choses. Ouais. Du coup, effectivement, enfin, c'est génial, on est arrivé au bout du diapo. C'était pour vous dire que dans l'activité, quand Vincent parlait de l'activité expertale, effectivement, on peut avoir une activité à côté de nos consultations, de rencontres de patients juste pour des expertises. Si on prend par exemple les expertises pour le monde civil, pour les mesures de protection, ces mesures de protection, donc tutelle, curatelle, qui peuvent arriver soit chez le psychiatre, soit chez le gériatre, soit chez le médecin généraliste qui est formé à ça, on est quand même sur 160 € de l'expertise, en gros. Bon, faut passer par Chorus pour être payé, c'est toujours un peu compliqué, mais on est payé. Il y a les expertises, on parlait du monde judiciaire, vous avez les expertises pénales en psychiatrie sur les auteurs de violences sexuelles, les victimes de violences sexuelles, etc. etc. Il y a tout un pan des expertises qui peuvent être proposées, quelle que soit la spécialité. C'est-à-dire que là, moi je parle du monde judiciaire parce que c'est là où j'ai été sollicitée, mais on peut avoir aussi des expertises enfin ça reste un peu du judiciaire je pense, pour tout ce qui va être les accidents et les assurances. C'est-à-dire que quelqu'un qui est blessé, les assurances, c'est normal, n'ont pas envie de payer, donc ils font venir un expert pour savoir si vraiment ils doivent payer. Et il y a toutes ces expertises-là. Vous avez les expertises aussi pour le comité médical. Et ça, tu en parleras mieux, je crois. Non, mais très bien, c'est tout à fait ça. Pour reconnaître des séquelles d'accidents de travail, de maladies pro, ou, comme tu l'as dit, du secteur assurantiel, pour faire défendre les droits de l'assuré suite à des conséquences d'accidents de la vie ou d'accidents du travail. Voilà, voilà. On vous a brossé un peu ce tableau qui peut vous effrayer de la rémunération en libéral. Je pense que là-dessus, il ne faut pas en avoir peur. On vous amène le micro si vous voulez. Excusez-moi, concernant les expertises, c'est quoi les formations un peu nécessaires ou bienvenues avant de commencer à faire ce genre d'actes ? Tous, une fois que vous êtes thésé et inscrit au Conseil de l'ordre depuis 2-3 ans, vous êtes ouvert à devenir un médecin agréé par les préfectures. C'est-à-dire vous pouvez vous faire reconnaître, certifier par l'ARS, comme quoi vous êtes un médecin habilité, ce qu'on appelait auparavant, à l'examen des fonctionnaires. Ensuite, comme moi, j'ai passé un diplôme, un DU de réparation juridique de dommages corporels. Donc ça vous ouvre un peu à une connaissance du droit privé, du droit public, du droit pénal, du recours civil et également pénal, effectivement. Donc ça vous ouvre à un autre champ et ça vous donne une stature, une compétence pour faire des expertises un peu plus poussées de reconnaissance de maladies professionnelles. Donc un DU, c'est 2 ans. Hein, donc vous connaissez, vous êtes ouvert à plein de DU. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je défendais le fait qu'on a une appétence. Tiens, on découvre un secteur et on y part. Ou on a plus une appétence à la gynécologie, au sport. Voilà. Et ça permet de répondre à une demande et de s'ouvrir ensuite à des honoraires libres qui sont des honoraires d'expertise. Donc là aussi, aidez-vous avec un comptable pour faire reconnaître et connaître les enveloppes. Vous pouvez aller jusqu'à 36 000 € par an d'honoraires d'expertise avant d'être imposé sur la TVA. Bon, c'est des choses particulières, mais comme quoi ça vous ouvre à une possibilité de rémunération autre que l'acte de consultation pur en lui-même.
On va laisser parler mademoiselle peut-être, si vous voulez, qui avait levé la main. S'il vous plaît, merci. Juste question, les gardes en tant que médecin, du coup, elles sont rémunérées à combien dans les centres, dans les maisons médicales Alors, sur le département et sur la région, mais sur le département, elles sont à 100 € de l'heure pour la garde de PDSA, et sur le département, elles ne sont pas fiscalisables. On doit payer juste de l'URSSAF, mais pas d'impôt dessus. Et les gardes de jour qui viennent d'être créées dans le cadre du SAS, service d'accès aux soins, la permanence maintenant 24 sur 24 d'un médecin et d'une régulation pour l'accès aux soins non programmés, c'est 100 € dans la journée, pareil de l'heure. Mais tout est fiscalisable. Okay. Et pour les forfaits conventionnels, est-ce que nous, on doit faire des démarches administratives pour, ou est-ce que tout est calculé Alors, une fois que vous êtes inscrit à la sécurité sociale, une fois que vous êtes collaborateur libéral, vous êtes ouvert à ces forfaits. Mais du coup, je veux dire... c'est selon la patientèle. Mais c'est eux qui s'en occupent? Oui, c'est eux qui s'en occupent. Déclarer chaque chose. Sur le forfait structure, vous avez à valider quand même leurs indicateurs. Il y a une démarche à faire. On vous envoie, ils vous harcèlent de mails pour dire n'oubliez pas de valider vos indicateurs. Et vous allez sur votre Amélie Pro et vous voyez qu'ils ont rentré un certain nombre d'indicateurs. Il faut envoyer le justificatif, par exemple, pour le premier volet du forfait structure. C'est le justificatif de votre logiciel qui est bien compatible, votre logiciel métier qui est bien compatible avec tel truc et tel truc sur la RGPD et tout le machin bidule. Sur la nouvelle convention qui a été signée, je vois que nos jeunes collègues sont là, il n'y aura plus à déclarer, tout sera automatique. Déjà la Sécu, comme l'a dit Anne-Lise, comptabilise plus ou moins bien ce que vous faites et ça vous ouvre à une autre rémunération. Oui. Ah, pardon, monsieur, peut-être. Est-ce qu'il y a un avantage à la pratique en secteur 2 en médecine générale ou étant donné que le BNC moyen il est inférieur au secteur 1? Je ne pense pas. Personnellement, je ne pense pas, mais vous avez plus une liberté tarifaire. L'avantage, c'est qu'effectivement, il faut que vous arriviez à coter vos consultations beaucoup plus chères et d'avoir la patientèle qui accepte de venir, mais elle sera remboursée quand même mieux qu'en étant non conventionnée. Quand je dis je ne pense pas, c'est que derrière, les URSSAF vont vous taxer un peu plus, donc il faut vraiment calculer, c'est plus du tout le même. Là, effectivement, votre remarque est très juste, j'aurais dû le préciser. Ce que je vous ai montré, le tableau, c'est vraiment un secteur 1. Parce que les cotisations sociales en secteur 2 ne sont plus du tout les mêmes. Oui, bonjour. C'est pour juste une précision. Il me semble que le choix secteur 1, secteur 2, il est définitif. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais, on ne peut pas changer après, d'accord. Alors, on peut changer du secteur 2 vers le secteur 1. On peut revenir au secteur 1. Mais quand vous avez choisi le secteur 1, vous êtes marqué à vie. En gros, vous êtes estampillé secteur 1. Après, c'est une vraie question. Moi, je suis psychiatre. Du coup, je suis installée... là, nous sommes à Terra Botanica. Mon cabinet est à 200 mètres. La question secteur 1, secteur 2, et là, Vincent en a bien parlé, c'est de savoir que, oui, vous pouvez coter plus, mais il y a toutes les questions de est-ce que ça va le faire avec l'URSSAF et tout ça. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir en tête que secteur 1, vous avez une partie de vos cotisations sociales qui sont prises en charge par la CPM, ce qui n'est pas le cas en secteur 2. Donc c'est vraiment une chose à aller réfléchir. Vous avez le secteur 2 Optam, donc option tarifaire maîtrisée. Mais pour avoir des collègues en Optam, c'est aussi une sacrée gymnastique. C'est-à-dire que l'Optam, vous signez un contrat avec la CPM qui dit que vous avez tant de pourcents de votre activité en tarif opposable. Le truc, c'est qu'il vous donne vos chiffres de savoir si vous avez bien respecté l'objectif une fois par trimestre. Donc il faut vraiment bien calculer votre truc pour ne pas être hors de votre du contrat que vous avez passé à la CPM et pas vous faire sauter votre Optam. Et dans ces cas-là, il y a tout un tas de sommes qui sont en jeu. Donc c'est un vrai calcul à avoir avant. Moi, ce que j'encourage, c'est vraiment de discuter avec un comptable avant qui connaît bien le coût de la médecine, si vous avez envie de voir est-ce que le secteur 2 est viable ou pas. Parce que là, on vous parle de quelqu'un, l'exemple qu'on vous a donné, c'est 4 jours par semaine, 8 à 9 heures de boulot. 8 à 9 heures de boulot, on pourrait se dire, ça se fait, tranquille, Émile, on y va. Sauf que notre travail, alors je vais m'engager même pour les médecins G, vous me corrigez si je me trompe, c'est que notre travail, il est coûteux sur le plan physique et sur le plan psychique. Il ne faut pas l'oublier.
là, il y a 6 semaines de vacances qui étaient notées. Moi, concrètement, je prends 1 semaine de vacances par vacances scolaires et 3 semaines l'été. Parce qu'il y a un moment, si je ne souffle pas en tant que psychiatre, mais je vais juste buter mes patients. Il faut être au clair qu'il y a un moment, on est attaqué dans ce qu'on reçoit. Ça s'appelle le traumatisme vicariant, c'est-à-dire qu'on reçoit toutes les souffrances de nos patients et au bout d'un moment, ça nous abîme aussi. Donc il y a besoin de ces temps de repos. C'est pour ça que 4 jours par semaine, quand Vincent disait une petite semaine, pour moi, c'est une grosse semaine. En libéral, moi, clairement, je suis à 6 demi-journées par semaine dans mon activité en libéral et j'ai fait le choix d'avoir 3 demi-journées en salariat. Pourquoi ? Pour souffler, pour être en dehors du patient et de recevoir les choses du patient. Et avoir quand même des sous, parce que 6 demi-journées par semaine, que 6 demi-journées par semaine, pour moi, c'est pas très, très viable. Mais il y a ces choix à faire, c'est-à-dire que je vous encourage à les budgéter à peu près avec un comptable, ce que ça représente. Qu'est-ce que vous pouvez vous engager ? 8 à 9 heures par jour, on pourrait se dire c'est rien. Mais peut-être que vous aurez un accident de la vie, ou c'est pas vraiment un accident, mais vous allez avoir un jour peut-être une grossesse, un gremlins. Et ben le gremlins, ça revoit complètement votre journée. Concrètement, avant d'avoir un enfant, je pouvais bosser jusqu'à 20 heures. 20 heures, c'était mon max, parce que j'ai déjà fait 22 heures, mais j'avoue que à 22 heures, il ne fallait pas que le patient soit suicidaire. Mais dans la réalité, maintenant, la crèche, elle ferme à 18h30. Et ben, les patients, principe de réalité, je leur dis, de toute façon, à 18h15, je suis partie du cabinet. Vous êtes là, je vous fous à la porte à 18h15, il faut que j'aille chercher mon gremlins à 18h30. Mes patients acceptent complètement le principe de réalité. Quand ils l'acceptent pas trop, généralement, c'est une hospite. C'est parce qu'ils vont pas très, 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 très bien. Mais il ne faut pas oublier que là, on se projette sur des chiffres 8 à 9 heures de boulot. C'est qu'est-ce que ça représente pour vous ? À 3 patients par heure, c'est se remettre à chaque consultation à re-rencontrer quelqu'un, etc. Est-ce que c'est gérable ou pas ? On peut faire plus de jours dans la semaine en bossant moins, en ayant une pause le midi. Moi, je suis psychiatre, je n'ai pas de pause le midi parce que je bouffe avec mes patients. Je fais des repas thérapeutiques sur des patients où il faut que je vérifie pour les troubles du comportement alimentaire s'ils mangent, pour tout un tas d'autres choses, et j'ai besoin de ces informations-là de comment ils mangent. Donc le mieux, c'est de manger avec eux. Donc oui, je peux commencer à 9h, finir à 18h, et j'ai donc fait 9 heures de boulot sans m'arrêter, à part la pause pipi. Essentiel, la pause pipi, je tiens à le signaler, n'oubliez jamais de faire pipi. C'est important, parce que psychiquement, après, on n'est pas disponible quand il y a la vessie qui parle. Je ne savais pas que tu avais un petit air de Jimmy Mohamed. Tu allais nous parler du train. Tout à fait d'accord avec Anne-Lise. Dans le monde libéral généraliste, vous adaptez vos horaires à votre vie. Vous avez un bout de chou, vous le conduisez à l'école, vous le déposez à 8h à l'école, vous démarrez vos consultations à 8h30. Et l'année suivante, non, c'est 9h, vous commencez vos consultations à 9h. On a pris un tableau qui date déjà, qui n'avait pas anticipé la féminisation. On n'est plus maintenant à 4 jours par semaine. Pour vous les femmes, moi je suis associé dans une maison de pluripro. Notre collègue fait 3 jours, plus une journée à côté dans un centre pour enfants. Voilà. Le monde libéral, c'est ça. Vous suivez vos envies et vous adaptez votre façon de faire à vos envies, à votre fatigue, à vos souhaits. Je suis entièrement d'accord. Moi, au bout de 8 semaines, mes patients, je commence à plus les supporter. Donc, je prends, moi aussi, une semaine, et ça tombe comme ça, une semaine de congé toutes les 8 semaines. Et au minimum, il y a 8 semaines par an. Il ne faut pas vous interdire ça. Parce que finalement, au bout d'un certain temps, vous sentez que si vous ne le sentez pas venir, il y a un problème. Vous allez finir un burn-out au bout de 2 ans. Vous allez vous retrouver chez Anne-Lise. On n'aurait fait que les enfants. Mais non, il faut sentir, et c'est tout à fait vrai ce qu'elle décrit. On n'a pas envie de les buter, on n'a pas les mêmes niveaux non plus, mais on est moins patient, plus agacé, et ça, il ne faut pas l'accepter. Pensez à vous, surtout. J'avais une deuxième question. La permanence des soins, elle s'adresse surtout aux médecins généralistes. Il n'y a pas de... Parce que vous parliez de rémunération sur des gardes ou de participation à la permanence des soins. Actuellement, c'est juste pour le monde des Alors, si, elle est ouverte aux spécialistes, mais dans l'effection. Là, on parlait plus de la régulation. Quand je donnais les salaires, c'était plus à titre de régulateur libéral. Okay. Il y a quelques spécialistes qui y vont plutôt dans leur temps, une fois qu'ils sont en retraite, dans la régulation. Mais les spécialistes sont plus appelés dans l'effection, okay, sur les gardes
et les permanences dans les structures où ils travaillent. Monsieur. Excusez-moi, la question est peut-être idiote, mais si le passage de secteur 1 à secteur 2 est difficile, mais de secteur 2 à secteur 1 est plus facile, n'est-il pas intéressant pour un interne d'essayer de passer en secteur 2, quitte à revenir en secteur 1 si jamais ça ne lui convient pas voilà. Alors, c'est pas que le passage de secteur 1 à secteur 2 est difficile, c'est qu'il est impossible. On va calmer tout de suite. C'est pas possible de passer de secteur 1 à secteur 2. Après, je connais moins bien pour la médecine générale, mais effectivement, on peut tenter le secteur 2 et voir si ça passe. Le seul truc que je conseillerais pour le secteur 2, parce que j'ai l'expérience plus des psychiatres, je vous avoue. Étant moi-même psychiatre, j'ai plus des échos de ça. C'est la question de est-ce qu'on passe sur du secteur 2 pur. Et j'ai une copine comme ça en secteur 2 pur, mais c'est un vrai calcul avant à faire avec le comptable pour toutes les charges, parce qu'il faut anticiper. Quand on vous dit 45% de charges sur votre revenu, enfin sur vos recettes, c'est à peu près ça. C'est un peu plus. Mais il faut anticiper que vous allez avoir la location. Typiquement, je vais prendre mon cas personnel, j'ai acheté mon cabinet. Avant d'acheter mon cabinet, j'avais déjà discuté avec mon comptable de combien mon cabinet je pouvais l'acheter, combien je pouvais avoir comme remboursement, etc., etc., etc. Parce qu'il faut avoir, c'est là où il y a une logique entrepreneuriale, il faut anticiper que si on s'engage sur, on va dire, après, je sais pas moi, 15 ou 20 ans, va falloir quand même le payer, votre cabinet. Et il va falloir avoir l'activité qui correspond. Les loyers, charges et tout ça, il y a des choses qui ne vont pas bouger. Si vous êtes locataire à un endroit, les loyers sont révisés régulièrement et puis ça peut augmenter. Les charges, il faut anticiper que là, vous avez le BNC, donc c'est recettes moins les charges. Vos impôts, ils tombent après et on ne peut pas vous les mettre parce que ça va dépendre de plein d'autres facteurs, si vous avez plein d'enfants, etc., etc., etc. Mais il y a à avoir quand même dans l'idée que le secteur 2, alors vous voyez qu'en médecine générale, le BNC moyen en secteur 2 est inférieur au BNC moyen en secteur 1, mais ça représente quoi? C'est-à-dire qu'il est à 70 000 €, combien de consultations la personne a faites? Il y a aussi ça à calculer, c'est-à-dire que ces chiffres, en soi, ce ne sont que des chiffres. Dire 103 000 en moyenne pour les spécialistes, ce n'est pas la même cotation sur quand je vous disais ophtalmo, ou même cardiologue, ou même psychiatre, on n'a pas tous en consultation, une consultation ne vaut pas le même prix. À l'heure actuelle, une consultation de psychiatrie en secteur 1, en psychiatrie adulte, c'est 51,70 €. Pour un enfant, c'est 54,70 €. C'est pas la même chose. J'ai pas la même cotation que quelqu'un qui va voir des consultations, par exemple, de médecine générale, qui sont à 26,50 €. Oui, 26,50 €. Pour la médecine générale, le secteur 2, ça se pose vraiment pratiquement pas. Pour les spécialistes, ceux qui travaillent dans des structures, dans une clinique, ils ont des frais qui les obligent quasiment à passer en secteur 2 pour pouvoir les répertorier, les répercuter. La Sécu pousse beaucoup à l'Optamco, et soutient et vous suit pour arriver à introduire des consultations sans dépassement, avec un objectif de faire, je crois, 25% de dépassement maximum. Il y a un petit calcul, mais vous êtes quand même soutenu avant d'être pénalisé. Il suffit d'aller voir la Sécu qui est là aujourd'hui à son stand pour voir plus de... Donc, moi, je ne suis pas spécialiste, mais je suis spécialiste en médecine générale. Et les spécialistes partent dans le secteur 2 parce qu'ils ont souvent des frais non pris en charge par la nomenclature dans leur activité. C'est là où la différence aussi dans toutes nos spécialités, en incluant la médecine générale, c'est la question du matériel. Vous n'avez pas le même matériel quand vous devez faire une table d'examen pour avoir la position gynéco, etc., que moi où j'ai juste besoin d'un bureau et de chaises, en fait, de base. C'est aussi cette question-là de se dire qu'on peut être en secteur 2 si on a aussi financièrement, donc on a fait un projet et une projection financière qui tient la route, et on a les trucs qui vont avec. C'est-à-dire qu'effectivement, là, j'ai en tête un autre collègue en psychiatrie
qui est en secteur 2, il justifie son secteur 2 parce que lui, il a un DU sur une technique particulière de psychothérapie, et c'est ce qui justifie le fait qu'il fasse des consultations longues, et donc comme consultation longue, il coûte plus cher. Mais c'est pas la même chose d'être psychiatre où en matériel, je vais pas avoir un énorme investissement, à part l'imprimante pour les ordonnances et l'ordinateur. Enfin, je sais pas si on peut coter comme ça le puissance 4, mais ça fait partie de mon matériel. Donc je sais pas si ça coûte cher, mais bon, je pense pas. Mais si vous avez besoin d'une table d'examen, si vous avez besoin d'un appareil d'échographie, si vous avez besoin, je sais pas moi, d'un bladder scan ou de tout matériel qui peut coûter de l'argent, bah oui, il faut se poser la question, comment on est coté, comment on gagne cet argent et comment on peut payer notre matériel. Vraiment, c'est pas la même chose si on se projette sur certaines spécialités et si on se projette même en médecine générale en fonction de ce qu'on a envie de faire. Si vous êtes à faire des infiltrations, il vous faut le matériel d'infiltration. Donc oui, vous allez pouvoir avoir des actes, machin, mais vous allez avoir le matériel derrière. Il faut toujours avoir cette idée en tête que pour une recette, il y a une dépense aussi. Voir un patient dans vos cabinets, ça va vous coûter le chauffage, ça va vous coûter Internet parce qu'il faut télétransmettre, hein, très, très, très important. Ça va vous coûter le papier pour les ordonnances, etc., etc. Donc chaque recette que vous allez avoir, elle est aussi corrélée à un certain nombre de dépenses. Et il faut faire votre plan. Franchement, moi, j'ai commencé, avant de m'installer directement, parce que j'ai d'abord été remplaçante, et j'ai trouvé ça génial. C'est-à-dire que quand je suis arrivée voir mon comptable, je veux m'installer moi-même dans mon cabinet, etc., j'avais déjà l'idée en tête de combien je pouvais travailler. C'est-à-dire que pour l'avoir déjà fait, bosser de 9h à 22h, ou même de 8h, mais 8h, j'ai arrêté assez vite. Hein. C'est beaucoup trop tôt, même 8h30, c'est juste la mort. Faire du 9h, 22h, je savais que je ne tiendrais pas la route longtemps. Il faut aussi que je prenne en compte ce que moi je peux faire. Et du coup, avoir comme ça un plan de ce que je suis capable de faire, ce que ça peut représenter financièrement, et ce que je veux mettre en face, ça permet quand même de dire oui, secteur 2 ou pas. Mais moi, je discuterai avec un comptable avant, juste pour voir si le plan il tient sur la longueur. Mais de toute façon, je croyais que les médecins généralistes n'avaient plus le choix, ne pouvaient plus s'installer en secteur 2. Tout à fait. Non, tout à fait. On ne peut pas s'installer, nous, en secteur 2. Sauf désormais, peut-être avec la 4e année, passer un clinica. Mais actuellement, au jour d'aujourd'hui, le secteur 2 ne nous est pas ouvert. On défend, pour certains syndicats, le nôtre, l'Optam, pour le médecin généraliste. Mais effectivement, comme le défend Anne-Lise, selon ce que vous faites, on a des frais, le matériel à usage unique, la stérilisation, les achats, oui, il faudrait avoir cette petite ouverture. J'avais une question sur les horaires de travail. Il me semblait que si on voulait commencer tôt, par exemple, notre journée, ou finir tard notre journée, on n'avait pas trop le choix comment dire. Alors, qu'il y avait des horaires un peu ouvrables, on va dire, et qu'en dehors de ces horaires, il fallait être en maison médicale. Non, vous êtes dans le monde libéral, c'est fini, vous faites ce que vous voulez. Alors par contre, si vous consultez la nuit ou le soir, vous ne prenez pas de dépassement pour des actes de fin de journée. Voilà. À la différence de certains centres de santé qui se sont fait taper dessus parce qu'ils consultaient uniquement pour taper et prendre des majorations. Non, ça c'est pas possible. Mais c'est le monde libéral. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Là, il y a une règle également qui est vraie. Vous savez à quelle heure vous arrivez le matin, mais vous ne savez pas à quelle heure vous partez le soir. Ou là, il faut vraiment l'anticiper énormément. Si vous avez un rendez-vous à 18h, il faut que le dernier rendez-vous, un rendez-vous privé à 18h, aller chercher vos enfants, il faut qu'à 17h, vraiment, ça soit fini. Et encore, il vaut mieux mettre 16h30. Parce qu'il y a toujours des actes qui se rajoutent, comme l'a dit Anne-Lise. Mais c'est ça qui fait le métier qui est passionnant, hein, de passer d'un bébé à une mamie, à une fin de vie, un état douloureux, à un examen du nourrisson. Mais psychologiquement, ça impose de faire des pauses. On vous l'a défendu. Ensuite, vous faites tout à votre sauce, à vos envies, à votre état mental et de motivation. Et donc, du coup, pour les majorations honoraires sur la nuit, pour ça, il ne faut pas être dans notre cabinet, il faut être dans une structure. C'est la PDSA pour l'obtenir. Et sinon, si c'est non régulé, vous pouvez avoir des majorations qui sont moins importantes. Mais il y a des règles quand même pour obtenir. Il faut que l'appel ait eu lieu après 19h.
Ok. Merci. Bonjour, j'avais juste une question. Quelles sont les autres conséquences financières de la nouvelle convention, à part le passage à la consultation à 30 €? Est-ce qu'il y a d'autres conclusions? Vaste sujet. Donc, il n'y a pas eu grand-chose, hein. C'est-à-dire qu'on a négocié avec le peu qui était sur la table. Donc, on a essayé de récupérer le maximum possible. Alors que vous savez que le pays est en déficit, la Sécu également. Donc, les actes, effectivement, vont être légèrement rémunérés un petit peu plus, surtout les forfaits. Les forfaits vont être rehaussés, mais pas tout de suite, mais progressivement sur les années qui viennent. Et quelques consultations. La consultation longue va également arriver, mais 2026. Et surtout, les forfaits vont disparaître et vont être un peu plus sur la réalité des faits, sur la prévention, plutôt que sur des choses qui étaient totalement surannées à leur publication. Les critères, je parle des critères d'obtention de ces forfaits. Je pense rien oublier sur la convention. Bonjour. J'avais juste une question qui va surtout concerner la première année d'installation. Les forfaits, ROSP, etc., ils sont calculés au nombre de patients à un instant T à la fin de l'année, ou c'est sur la durée aussi en fonction d'à partir de quand on les a eus, enfin, le nombre de patients, etc. Le calcul se fait à un instant T, selon votre compteur, et ensuite, par la suite, ça va être effectivement réévalué tous les trimestres. Vous avez la progression tous les trimestres, mais le paiement se fait à un instant T. Il est décidé à un instant T et il vous est payé l'année suivante trimestriellement. Donc en 4, voilà. Ouais. Qu'on s'installe au début de l'année ou fin de l'année, la rémunération sera la même en fonction du nombre de patients qu'on a au mois de décembre, par exemple. Exactement, c'est au nombre de médecins traitants, effectivement, patients médecins traitants déclarés sur Amélie. D'accord, merci. Oui, monsieur. Bonjour, concernant la réévaluation de la CCAM, est-ce que vous savez si ça va être une réévaluation ou une augmentation? Parce que si jamais c'est une réévaluation et que ça va en négatif, c'est pas une bonne idée. Dans ce que moi j'en ai compris, c'est une réévaluation de la CCM. C'est pas une augmentation, c'est une réévaluation des actes et puis un dépoussiérage d'un certain nombre d'actes CCM. Oui. C'est pour rémunérer certains actes à la hausse, mais je crois que c'est à budget constant. C'est une enveloppe constante, hélas. Donc ça va en diminuer certains, je pense. C'est le sentiment que j'ai. Bonjour. Par rapport à ce que vous indiquiez tout à l'heure sur les horaires d'ouverture du cabinet, on sait qu'en tant que médecin généraliste libéraux, on a une obligation d'être joignable de 8h à 20h du lundi au vendredi et de 8h à midi le samedi. Donc après, en cabinet de groupe, on s'arrange pour qu'il y en ait un seul qui ait le téléphone, on trouve des solutions. Mais par exemple, pour un médecin qui voudrait s'installer dans les déserts médicaux, les fameuses ZIP du PAPS de chaque ARS, donc ces zones d'implantation prioritaire, on se doute que parfois, il n'y a plus beaucoup de confrères. Peut-être qu'on est obligé de monter son cabinet des novo, de recommencer à zéro une structure. Quelles options on a pour tenir cette obligation, tout en sachant qu'on est des libéraux et que, comme vous le disiez, on est censé avoir une liberté? Alors, sur les horaires, il y a une certaine souplesse quand même par la sécurité sociale sur ce que vous déclarez en horaire. Et ensuite, 8 heures, moi, je ne suis pas à mon cabinet à 8 heures. Le secrétariat décroche. Si vous n'avez pas de secrétaire, c'est un secrétariat téléphonique. Et vous gérez les appels, vous les régulez. En 30 ans d'installation, devoir débouler chez quelqu'un dès 8h15, ça m'est arrivé peut-être qu'une seule fois. Hein. Donc, non, l'urgence, la vraie urgence, où que vous soyez installé, elle est exceptionnelle. Il y a de l'impatience, il y a du souhait de plus en plus d'immédiateté. Mais non, vous téléphonez. Déjà, les gens, s'ils sont stressés, ils vous ont au téléphone, vous calmez les choses. Hein,
ils sont agressifs avec la secrétaire. Dès que vous les avez au téléphone, ils sont déjà rassurés. Donc, les horaires d'ouverture, c'est plus des horaires pour être joignable. Le 20h, non. Tous nos cabinets, nous, et on est en maison de santé reconnue avec un finesse, donc un numéro, on est reconnu depuis plusieurs années. À 20h, vous pouvez téléphoner, vous n'aurez personne, hein, c'est le répondeur. Hein. Dès 19h. Hein. C'est vous qui rendez service à la population. Hein. C'est vous qui rendez l'accès aux soins. C'est votre métier. Il y a des contraintes derrière. Si elles ne sont pas adaptées à l'exercice en cours, hélas, on le subit, mais elles devront s'adapter. C'est vous qui soignez. L'objectif prioritaire, c'est le patient et également votre bien-être à vous. C'est pour ça qu'on est là pour défendre et lever les inquiétudes. C'est un métier passionnant. Gardez cette passion. Adaptez-le pour nourrir cette passion selon vos contraintes familiales et les projets sportifs ou autres. Les horaires, bien sûr, vous les adaptez et ce n'est plus du tout des horaires à l'ancienne. Et là, c'est enregistré, mais la sécurité sociale ou nos gouvernants n'ont pas encore anticipé le changement sociétal qui est là depuis 10 ans déjà. Et rien n'est encore adapté. Mais on a besoin du monde libéral. Et le monde libéral répond grandement aux objectifs de soins de la population, quoi qu'on en pense. Bonjour. Concernant les expertises, je reviens un petit peu en arrière, on avait parlé de ça. Alors c'est passionnant, c'est un super exercice. Par contre, on peut se retrouver un petit peu débordé au bout d'un moment par des réquisitions en masse, des fois. C'est personnellement ce qui m'a fait fuir la région Grand Est, parce que j'ai essayé de passer de la Meurthe-et-Moselle à la Meuse et ça m'a suivi. Ils ont continué à poursuivre les JAP, entre autres, surtout pour l'application des peines. Une fois qu'on s'est fait connaître, c'est difficile de se faire oublier. Donc ça m'a fait changer de région. Mais je reviens un petit peu sur le sujet de la rémunération aussi. Du coup, j'ai fait une vingtaine d'expertises. J'ai toujours pas réussi à créer mon compte sur Chorus ou à me les faire payer. Est-ce qu'il y a des structures qui peuvent nous aider là-dedans, en fait ? Alors, Merci. pour avoir eu des problèmes plus avec Chorus, en fait, à un moment, il y a le Chorus bot, là, insupportable. Et puis, si vous finissez par être dans le Chorus bot de dire « Ah oui, il faut faire ci, il faut faire ça », à un moment, vous avez un numéro de téléphone qui apparaît. Et alors là, bonheur. Il faut saturer le bot, quoi, en fait. Ah ouais. Okay. Mais bon, comme je suis nul en informatique, je l'ai saturé assez vite, hein, j'avoue. Parce que, enfin, mais je suis tout à fait d'accord que le problème des expertises, c'est Chorus. C'est pas tant faire l'expertise que de dire que Chorus, c'est insupportable. Et qu'il faut appeler, enfin moi j'appelais parfois au TGI en disant « Je ne comprends pas comment je dois faire. Aidez-moi ». Et alors la dame, elle était là « Ah, mais je ne suis pas censée le faire avec vous ». Je dis « non, mais je ne comprends rien, et sinon j'arrête les expertises ». Et du coup, quand vous leur dites « Vous m'aidez », je continue, vous m'aidez pas, j'arrête. Bizarrement, on vous aide. C'est moche à dire, mais c'est quasiment du chantage. Et ça marche. Non, c'est pas du chantage, c'est juste aidez-moi à vous aider. Ils l'entendent pas forcément comme ça. Hein. Ils l'entendent, oh là là, non, mais ces médecins. Désolé de vous le faire un peu comme ça. Non, mais c'est tout à fait ça. Il y a un logiciel de pensée différent de l'autre côté. Ah, ils ne sont pas câblés pareil. Hein. Et donc, pour Chorus, moi, c'est la même chose. Je fais peu d'actes que je facture sur Chorus. Je fais des expertises privées et pour les professionnels de la fonction publique. Et les fonctions publiques sous-traitent avec des assureurs privés. Et là c'est le bonheur. Parce que là, vous facturez 2 fois plus qu'une expertise judiciaire. Vous êtes payé dans le mois qui suit. Certes, il y a des contraintes. Il faut l'envoyer assez rapidement. Certaines fois, j'ai 2 mois de délai, parce que, comme vous le dites, effectivement, une fois qu'on est connu, on est très sollicité et il y a très peu d'experts. Et effectivement, on a un métier passionnant à côté. Hein. On a quand même nos patients. Mais je ferai que des expertises, comme certains. Je gagnerai mieux ma vie avec moins de charge mentale. Chorus, j'ai 3 mois de retard. Je m'y suis pas remis depuis 3 mois. Donc, il y a des choses qui sont en attente que je n'ai toujours pas facturées sur Chorus. Alors, Chorus, c'est le logiciel de facturation de la fonction publique, pour se faire payer pour toute réquisition auprès de la fonction publique ou tout acte que l'on peut faire pour une collectivité, il faut passer par Chorus. Sauf si la collectivité vous a mandaté par une structure d'assurance privée. Ou maintenant, désormais, les collectivités vous appellent directement en vous demandant de ne pas passer par Chorus. Envoyez-nous la note d'honoraires. Il y a certains qui ont compris un peu le système s'ils veulent
des réponses rapides. Et une toute dernière question, est-ce que vous avez un truc pour échapper aux réquisitions en dehors de... Non mais je crois que c'était un patient à moi, je l'ai peut-être déjà vu une fois, je peux pas le voir. Moi je me suis pas comme inscrit à la liste des juges judiciaires. Oui c'est ça, en fait, je parle vraiment au pénal, en fait, vraiment la réquisition et pas avoir les 3 000 € ou 4 000 €, j'ai pu pour dire non je veux pas le faire. Concrètement, moi je me suis pas inscrite effectivement sur la liste. En me disant que si j'étais inscrite sur la liste, j'allais être débordée, parce que donc, je suis psychiatre et pédopsychiatre. Et quand je vous disais tout à l'heure auteur de violences sexuelles, c'est que c'est pour ça qu'on m'appelle sur les expertises pénales. C'est sur les auteurs de violences sexuelles mineures. Et vu qu'ils arrivaient à me dire oui, alors on a des délais avec la liste à 1 an, est-ce que vous pourriez? Il y a des fois, je leur dis oui, et puis il y a des fois, j'aurais toujours dit oui d'ailleurs, c'était intéressant. Mais volontairement, je ne voulais pas me mettre sur la liste pour ne pas être estampillé et puis que ça déboule tout le temps. Et même en n'étant pas estampillé et que ça déboule tout le temps, juste parce que sur Amélie, je suis notée pédopsychiatre, eh ben, je suis quand même appelée. Alors après, l'avantage, c'est que mon salariat, je le fais en protection de l'enfance. Alors oui, je vois aussi des histoires un peu glauques, mais je peux me récuser en disant bah non, ce gamin-là, je l'ai déjà suivi. Enfin, j'ai déjà eu le dossier en protection de l'enfance. Et donc je leur dis, je suis obligée de me récuser. Je ne peux pas être jugée partie. Donc ça me sauve un petit peu. Mais ce qui est vrai, hein, je veux dire, je me récuse quand vraiment je peux pas. Je vois qu'il y avait des questions Merci. en bas. Et on va broder les 10 dernières minutes, semble-t-il, puisque la prochaine présentation sera sur la cybersécurité. Bonjour, moi je voulais juste savoir à peu près combien coûtait un expert comptable. Voilà, c'est le monde de tout, ça va de 1000 à 1500, ça dépend de ce qu'il vous fait. Un expert comptable, vous lui laissez toutes vos factures, à la louche ça va être 1500, TTC. Ça dépend en fait de ce que vous lui demandez, c'est-à-dire que moi je vois dans mon cabinet comptable, concrètement je leur ai dit écoutez, moi je suis allergique aux chiffres, donc vous faites tout, je vous file mes factures, je vous file le truc, vous faites ma déclaration d'impôt, mon machin, mon bidule, tout. Je dois être autour effectivement de 1500, 2000 € par an. Et dès qu'il y a un nouveau truc, si je leur demande un truc en plus, je vais être facturé en plus. Mais je pourrais aussi avoir le comptable juste pour valider, avoir fait tout et puis m'estampiller juste mes comptes. Ça dépend vraiment de votre appétence à gérer la comptabilité. J'avoue que j'ai beau avoir une sœur comptable, une mère comptable, tout ça, justement, c'est très bien que ce soit les autres qui fassent. Alors c'est vrai que quand on est jeune, on peut se mettre à la comptabilité, mais dès qu'on arrête, 1 ou 2 ans, c'est fini. On a perdu le logiciel de pensée comptable. Et ensuite, là aussi, c'est concurrentiel. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à demander à vos collègues, ceux avec qui ils ont bossé, parce qu'il y a aussi une question de feeling. C'est-à-dire qu'un comptable qui, quand vous avez une question, vous l'appelez et puis il vous répond 2 semaines après, il faut changer en fait. Il faut vraiment avoir quelqu'un avec qui le feeling passe et qui soit réactif, parce qu'on peut avoir des questions assez importantes à un instant T, ça ne peut pas se régler le mois suivant en fait. Et qui comprennent votre métier et qui le connaissent. Bonjour, je me permets de poser une question pour la psychiatrie. Oui. Je me posais la question, quand on a envie de s'installer en secteur 1, est-ce que lorsqu'on est formé et qu'on a de l'appétence particulière pour la psychothérapie, est-ce qu'il y a un moyen quand même de le valoriser, de permettre d'offrir un peu plus de temps aux patients, ou est-ce que c'est... du coup, on est obligé de compenser en faisant juste des renouvellements d'ordonnances pour pouvoir rentrer un peu dans les cases, enfin dans... Alors, dans la psychiatrie, il ne faut pas oublier que l'acte de psychothérapie est un de nos actes thérapeutiques, donc c'est une consultation normale. Moi, je suis en secteur 1, je fais ce choix-là. Si je fais une consultation longue qui dure 1 heure, elle va être cotée de la même manière qu'une consultation de 20 minutes ou de un quart d'heure de renouvellement d'ordonnance. Enfin, j'ai un patient en tête qui a des troubles neuro, je ne peux pas le tenir plus d'1 quart d'heure dans le bureau. Il va me coter la même chose que quand je vous parlais tout à l'heure des repas thérapeutiques qui me durent 1 heure. Donc, est-ce qu'on peut le valoriser plus? Pour moi, si vous voulez vraiment avoir quelque chose où vous valorisez plus, c'est passer en secteur 2. En secteur 1, c'est un choix. Moi, j'ai fait ce choix-là parce que je n'avais pas du tout envie de me coltiner tous les trucs du secteur 2, d'aller faire le calcul de combien ça allait me coûter en URSSAF, combien machin bidule. Je me suis dit, ouf, j'avais beau avoir un comptable, je me suis dit, tranquille, je vais faire secteur 1 et je vais être beaucoup plus souple.
c'est un choix aussi de se dire oui, on veut passer plus de temps. Bah, si vous voulez une plus grosse rémunération, ça va être du secteur 2. Dans les cotations actuelles, il ne faut pas oublier que l'acte de psychiatrie va être modifié au 22 décembre. Hein, on augmente. Nous aussi, on augmente. Tant mieux. Et que dans les actes, je ne sais plus si c'est NGAP ou CCAM, si vous faites par exemple un MMS, vous cotez grave, parce que là, c'est un acte technique. Faire même une MADRS, vous pouvez coter, juste vous faites la MADRS, ça ne prend pas non plus 3 plombes, et ça cote pour une passation d'échelle. Et j'ai une question, la psychothérapie, l'acte de psychothérapie, c'est coté? Il y a une cotation Sécu? Non, voilà. C'est la consultation en fait. Donc si c'est pas coté au niveau de la Sécu, il faut prendre un acte hors convention et vous le facturez comme vous voulez. J'ai vu ça effectivement des psychiatres qui faisaient ça, qui Bien sûr. cotaient hors nomenclature en plus. Bien sûr. Et ça c'est possible. Donc, moi j'ai des amis qui ont passé le DU de médecine du sport, qui font de l'ostéopathie, qui ont le DU d'ostéopathie. L'acte n'est pas ils sont médecins généralistes conventionnés et ils font des factures. Tac, l'acte d'ostéopathie, tant. Facture remise au patient, la Sécu ne voit rien du tout. D'accord. Et c'est autorisé, c'est légal? C'est totalement autorisé. C'est soumis à la TVA, selon le montant également, attention après. Mais je pense que pour un acte de psychothérapie, comme vous le demandez, si ce n'est pas conventionnellement inscrit, vous le passez hors convention, même si vous êtes conventionné pour l'activité que vous faites, boum, vous ne le cotez pas en même temps qu'une consultation, quoi. Vous envoyez le patient à un temps T. Mais ça, il n'y a aucun souci pour moi. Il ne faut pas le coter en même temps qu'un acte de consultation. Parce que dans la consultation de psychiatrie, il y a de la psychothérapie qui est comptée dedans. Donc, si vous voulez faire une autre activité, c'est à côté, c'est pas à côté. Sur un acte... Il faut faire une facture à côté, pas de côté de dépassement, ce qu'on appelle le DE, au niveau de la Sécu. La Sécu ne voit rien. Les mutuelles remboursent ou non, et vous faites une facture au patient. Et vous êtes en légalité. Juste parce que je connaissais du coup une médecin généraliste qui était ostéopathe aussi, et en fait elle faisait en même temps la partie remboursée par la Sécu et en même temps elle cotait l'acte d'ostéopathie, et du coup elle faisait une facture en plus, mais c'était la même consultation. J'ai vu une de nos consoeurs qui est là aujourd'hui, qui fait de la généraliste, qui fait de la MDR, voilà, et qui cote, voilà. Je pourrais vous la montrer ou vous pourriez discuter avec elle, si vous voulez des réponses plus précises. Merci en tout cas. Alors, on n'a pas Paul là pour nous dire que c'est l'heure, mais en fait, je suis désolée. Là, c'est l'heure, nous devons rendre le micro. Il y a une dernière question. Une dernière question et après, Voilà, en tout cas, merci pour votre présence. Et on répond à toutes vos questions hors estrade quand vous le souhaitez, et on est là toute la journée. Une dernière question du coup? Non, du coup, c'est bon, on se voit après si vous voulez. Bonne journée à tous.